Donc, peut-être que je peux me présenter là, juste rapidement. Donc, Joëlle Lepage, moi, je suis coordonnatrice là, au Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Puis, je suis psychoéducatrice de formation. Donc, avant de travailler à l'université, j'ai travaillé comme psychoéducatrice une dizaine d'années environ là, principalement auprès des jeunes et de leurs familles. Donc, n'hésitez pas, là, comme Frédéric le dit, à poser vos questions sur le clavardage. On essaiera d'avoir un temps pour échanger à la fin de la conférence, mais peut-être que je me permettrai de prendre quelques questions aussi là, au fur et à mesure. Des fois, des questions d'éclaircissement, ça bénéficie tout le monde. Donc, juste avant de commencer, juste pour vous situer, peut-être que certains connaissent le Centre RBC, d'autres non. Là. Donc, le Centre RBC, on est rattaché à l'Université de Sherbrooke. Mais contrairement à la majorité des centres universitaires, on n'a pas comme mandat premier de faire de la recherche. On a vraiment comme mandat de partir des besoins qui sont exprimés par les différents milieux, donc les milieux scolaires, le réseau de la santé, les milieux communautaires nous nomment des besoins. Puis on va travailler en concertation, en co-construction avec les différents milieux de pratique pour développer des initiatives qui vont être implantées dans différents milieux. Puis évidemment, autour de la table, dans la co-construction, il y a des chercheurs experts là, de la problématique, mais aussi la recherche vient au moment où on évalue ces initiatives-là, puis on met en place là, des stratégies pour les pérenniser. Donc, peut-être que certains là, ont entendu parler du programme Hors-Piste, entre autres, là, qui vise la prévention des troubles anxieux, qui est déployé dans les milieux scolaires. Donc, c'est un petit peu à partir de ce programme-là qu'on a monté le contenu là, de l'atelier d'aujourd'hui. Donc, l'objectif aujourd'hui, je vous parle vraiment comme parents. C'est probablement que plusieurs d'entre vous êtes parents, d'autres probablement que vous êtes intervenants, intervenantes, puis vous accompagnez certains parents. Donc, la présentation, elle s'adresse aux parents. Puis vous aurez le diaporama, donc vous pourrez utiliser ça après. Vous pourrez l'utiliser comme parent, là, mais vous pourrez l'utiliser comme intervenant, intervenante aussi si vous accompagnez des parents. Donc, on va essayer de regarder différents thèmes. D'abord, comment on peut penser à soi comme parent, d'adopter une approche bienveillante d'abord envers soi. On va regarder certaines stratégies pour apprivoiser notre stress, celui de notre enfant. Des outils aussi pour travailler autour de la gestion des conflits, la gestion des écrans. Donc, c'est des thèmes probablement qui reviennent souvent là, dans les vacances estivales. Puis, on va regarder un petit peu comment faire un plan de match en famille pour s'assurer que nos vacances répondent aux besoins de chacun puis s'inscrivent en cohérence avec ce qu'on veut là, faire dans notre famille. Donc, d'abord, juste un petit mot sur la pression parentale. Là. On est dans une société où la performance, elle est très valorisée. Hein? Donc, souvent, comme travailleur, travailleuse, il faut en faire souvent plus avec moins. Puis il faut être des bons conjoints, puis des bonnes conjointes, puis il faut être des bons parents, puis avoir les bonnes pratiques, pas lever le ton envers nos enfants, puis il faut surtout pas oublier de prendre soin de nous, aller à nos cours de yoga, etc. Donc souvent, ça fait beaucoup de pression. Donc l'idée, c'est d'en prendre conscience, puis de se questionner sur, ben moi, cet été, là, quelle partie de cette pression-là, j'ai le goût d'évacuer un peu, puis peut-être que je peux prendre des stratégies pour choisir mes priorités, puis peut-être que je peux accepter de ne pas être parfait dans tout aussi. Souvent, comme parents, on veut être des bons modèles envers nos enfants, puis on a beaucoup de pression pour être des bons modèles. Mais être un bon modèle, ça ne veut pas dire être un modèle de perfection. Au contraire, être un bon modèle pour nos enfants, c'est leur montrer que des fois, on est plus fatigué, puis c'est correct, puis des fois, on est plus impatient, puis des fois, on est plus stressé. Mais comment on met en place des stratégies pour prendre soin de nous, puis pour apprivoiser ce stress-là. Puis c'est là où on devient vraiment des modèles intéressants, donc de partager à nos enfants. Et là, j'ai plein de choses à faire, je suis un petit peu fatiguée, je reviens d'une grosse journée, et je vais me permettre de prendre un petit 5 minutes, là, je vais aller décompresser dehors, puis après ça, je vais être plus attentive puis plus disponible. Ben, c'est des bons modèles pour nos enfants de comment faire pour apprivoiser nos différentes émotions. Donc, de s'enlever un petit peu la pression d'être parfait. Même chose avec les erreurs, là, on est bon souvent en tant que parent pour dire les erreurs, ça fait partie de l'apprentissage, tu peux te permettre de te tromper.
Des fois, on ne se le permet pas à nous. Donc, comment on peut faire des erreurs, se tromper, puis le nommer à nos enfants, puis dire, tu sais, je me suis trompée, j'ai pas fait la bonne affaire, voici comment je vais faire autrement la prochaine fois, ben c'est aussi des bons modèles. Donc, quand on parle de la pression parentale, il y a comme toute une partie de d'abord comment on peut prendre soin de nous. Donc, je vous partage dans la présentation, puis vous aurez les liens, je vous partage 2 petits outils qui peuvent être intéressants là, pour se concentrer sur notre propre bien-être en tant que parent d'abord. Donc, un premier outil qui est une roue, ça s'appelle la roue du bien-être. Puis l'idée dans cette roue-là, c'est qu'on a différentes sphères de notre vie qui sont illustrées. Puis ça nous amène à porter une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour nourrir chacune de ces sphères-là et non avoir tendance à mettre toutes les œufs dans le même panier. Je vous explique là. Si, par exemple, pour nous, la santé physique, elle est très importante, on est quelqu'un de très actif, on fait beaucoup d'entraînement, on prend soin de notre santé physique, ben c'est super, mais admettons qu'on se blesse, ben on est plus à risque au niveau de notre bien-être que si on a investi, oui, dans notre sphère physique, mais on a aussi investi dans notre sphère créative, on a investi dans la sphère relationnelle, donc créer des bonnes relations autour de nous, dans la sphère du travail, dans la sphère intellectuelle, etc. Donc, il y a différents moyens pour diversifier les actions qu'on va mettre en place pour prendre soin de nous. Donc, cette roue-là, elle explique ça, puis elle vous amène à faire des réflexions en lien avec les moyens que vous mettez en place dans votre vie. Puis, il y a une série vidéo, c'est un ensemble de capsules vidéo qui portent sur le développement de l'intelligence socio-émotionnelle, puis qui vous amène à vraiment réfléchir à différents aspects de votre vie, mais surtout à essayer des moyens concrets, des stratégies concrètes, il y a des exercices à faire. Donc, pour essayer d'aller plus loin dans le développement de nos propres compétences socio-émotionnelles. Donc, c'est 2 outils que je trouvais intéressants à vous partager et que vous pouvez partager aussi là, aux parents que vous accompagnez, mais même là, à partir de jeunes adultes, là, puis âge adulte, ça peut être pertinent. Sinon, ben, quand on parle de pression puis de prendre soin de nous, on n'a pas le choix de faire un petit aparté vers le stress. Donc, peut-être rappeler que le stress, hein, c'est une réaction d'alarme à une situation qui est concrète, qui est réelle. Donc, quand on fait face à une situation qui est menaçante ou qu'on perçoit comme étant menaçante, bien, ça induit une réaction de stress. Et c'est cette réaction de stress-là qui nous permet de bien réagir devant la menace. Donc, si je me promène dans le bois puis je tombe face à face avec un ours, l'ours est devant moi, il va m'induire une réaction de stress et j'espère qu'il va m'induire une réaction de stress. Parce que si je ne suis pas du tout stressée, ça se peut que j'aille le flatter puis je me mette en danger. C'est vraiment cette réaction de stress-là qui va me permettre de prendre les bonnes décisions puis d'avoir l'énergie, la vigilance nécessaire pour faire face à la menace. Donc, quand il est bien dosé et qu'il est en quantité raisonnable, le stress, il est notre ami. Il augmente nos performances. Il nous permet de bien se mobiliser par rapport à la menace. Puis ça, il ne faut pas le perdre de vue. Souvent, on voit le stress comme étant très négatif, mais le stress, il y a une fonction qui est nécessaire là, à la survie de l'espèce puis qui est nécessaire pour nous mobiliser. Par contre, quand on vit un cumul de stress, c'est là où il faut porter attention. Quand on vit un cumul de stress, donc plusieurs stress en même temps, un stress qui est prolongé, un stress chronique. Par exemple, je suis dans une relation très conflictuelle à chaque jour, donc ça peut être un stress qui est chronique, ou un stress trop intense, une séparation, des fois un déménagement peut être un stress très intense, une situation d'agression. C'est là où le stress va devenir négatif, puis c'est là où il va nous amener à perdre de l'énergie, nous épuiser, développer d'autres problèmes de santé, devenir colérique, instable émotionnellement. Probablement que je ne suis pas la seule, que quand j'ai beaucoup de stress, je suis un peu moins patiente. Donc, c'est dans ces cas-là où le stress devient négatif. Mais à l'inverse, une absence de stress, si on n'avait pas un détecteur qui fonctionnait par rapport à quand on fait face à une menace, ça ne serait pas non plus souhaitable parce qu'on aurait de la misère à se mettre en action puis à se mobiliser pour faire face à ce stresseur-là. On peut penser là, devant un examen, par exemple, un enfant qui ne serait pas du tout stressé, peut-être qu'il oublierait d'étudier. Okay? Si on s'en va à une entrevue d'embauche pour un nouvel emploi, si on n'est pas du tout stressé, peut-être qu'on va oublier de se préparer. Ça prend ce petit stress-là
pour se mettre en action. Donc, il y a une façon de l'imager, c'est un outil que vous pouvez partager aussi aux parents que vous accompagnez, c'est vraiment la courbe inversée du stress. Donc, vous voyez sur cette courbe-là qu'il n'y a pas du tout de stress, on a de la misère à se mettre en action. Quand le niveau de stress augmente, il augmente jusqu'à un stress qu'on dit un stress optimal. C'est là où notre performance ou notre mise en action va être optimale. On peut penser aux athlètes qui battent des records dans les grosses compétitions, c'est parce qu'ils ont atteint le stress optimal. Mais si le stress continue de monter, c'est là où notre performance elle va diminuer, puis c'est là où on va devenir fatigué, épuisé. Donc, l'idée, puis on se promène sur cette courbe-là, mais l'idée, c'est de se poser la question, OK, on est rendu où sur cette courbe-là, puis nos enfants sont rendus où sur cette courbe-là? Peut-être qu'à l'approche des examens de fin d'année, sont un petit peu plus à droite pour certains de la courbe, ça fait beaucoup, les vacances s'en viennent, les changements de routine, etc. Donc, si on se retrouve à droite de la courbe complètement, ou si on voit que nos enfants se retrouvent à la droite de la courbe complètement, on peut se poser certaines questions. On peut se dire, parmi les facteurs de stress que je vis dans ma vie, qui sont présents dans ma vie, est-ce qu'il y en a sur lesquels j'ai du contrôle, sur lesquels j'ai du pouvoir? Si je fais un souper chaque semaine avec ma belle-mère, puis qu'à chaque fois, ça me stresse beaucoup, mais peut-être que je pourrais décider de le faire aux 2 semaines, mon souper. Okay? C'est un exemple. Donc, il y a des facteurs de stress sur lesquels on a du contrôle ou du pouvoir. Puis là, on peut se questionner sur est-ce qu'il y a des décisions que je peux prendre pour essayer d'éliminer certains facteurs de stress ou de les diminuer. Il y a d'autres facteurs de stress sur lesquels je n'ai pas de pouvoir. Les examens de fin d'année qui arrivent pour nos enfants, pas grand pouvoir là-dessus. À ce moment-là, est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre en place dans mon quotidien pour limiter l'impact de ces stresseurs-là? Puis là, on peut penser à toutes les stratégies pour apprendre à apprivoiser le stress. On va en voir dans les prochaines diapos. Je fais juste un mini détour par rapport à l'anxiété parce que quand on parle de stress, on bifurque souvent sur l'anxiété, puis parfois on mélange ces deux concepts-là. Donc, je fais juste un petit aparté pour distinguer un peu l'anxiété du stress. Donc, le stress arrivait devant une menace qui était réelle. L'anxiété, on n'a pas besoin d'avoir une situation qui est concrète, qui est réelle pour déclencher une réaction d'anxiété. L'anxiété, ça va être vraiment le fait d'anticiper des scénarios catastrophes à quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc, souvent, on dit que la pensée anxiogène, elle est disproportionnée ou exagérée par rapport à la situation anticipée. Souvent, c'est pour ça qu'on va parler de la peur d'avoir peur. On est vraiment une étape avant. Si je me promène dans le bois, je tombe face à face avec un ours, l'ours est devant moi, je vis du stress. Si je ne vais plus me promener dans le bois parce que j'ai peur de peut-être rencontrer un ours, là, je suis en train de m'imaginer des scénarios à une situation qui arrivera possiblement jamais. Ce qu'il faut juste retenir avec l'anxiété, c'est que l'anxiété, c'est normal. Ça fait partie du spectre des émotions normales de la vie. Puis c'est normal d'être dans des situations parfois où on va s'imaginer toutes sortes de scénarios catastrophes, puis en lien avec une situation qui n'arrivera jamais. Où il faut porter notre attention, c'est si cette anxiété-là amène de la souffrance dans notre vie ou dans la vie de notre enfant, si elle nous empêche de bien fonctionner, si elle perdure dans le temps, c'est là où on peut se dire, oh, là, peut-être que je pourrais aller chercher d'autres moyens pour essayer de mieux apprivoiser l'anxiété puis que ça ne devienne pas nécessairement problématique. Mais il y a vraiment tout un continuum entre l'anxiété qui est tout à fait normal et les troubles anxieux. Puis après ça, on peut se promener sur ce continuum-là, mais on peut se poser certaines questions au niveau de la souffrance que ça engendre puis le dysfonctionnement que ça apporte aussi. Fait que je passe très rapidement parce que ce n'est pas l'objectif de la conférence. Je vous montrais des liens tantôt où il y a des capsules qui expliquent plus en détail le stress et l'anxiété. Donc, tantôt, je vous parlais de qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas de contrôle, quand on a du contrôle aussi, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour apprivoiser le stress. Donc, il existe vraiment une multitude de moyens. Vous en connaissez assurément. Donc, je ne les passerai pas toutes en détail parce qu'on n'aura pas le temps d'aller là. Mais je vous en ai mis dans la présentation, donc tout ce qui est exercice physique, mais aussi
tous les exercices plus de relaxation, des techniques de respiration, du yoga, le contact avec la nature, avec les animaux, toutes les activités artistiques. Donc, c'est toutes des stratégies qui peuvent nous aider à apprivoiser notre stress. Je vous ai mis dans la diaporama un lien qui amène vers une page où toutes ces stratégies-là, elles sont expliquées. Il y a des liens aussi audio, vidéo vers certaines ressources là, en lien avec cette stratégie-là. Mais je porte votre attention sur deux choses. Il n'y a aucune stratégie qui fonctionne pour tout le monde. Ce n'est pas vrai que parce qu'une stratégie, par exemple, fonctionne pour nous, que ça va nécessairement fonctionner pour notre enfant. Parce que tout le monde est différent. Puis il y a des personnes pour qui, par exemple, faire des techniques de respiration ou des méditations guidées, par exemple, ça va être super bénéfique. Mais il y en a d'autres qu'il faut qu'ils aillent courir dehors et dépenser leur énergie. Donc, d'où l'importance d'en essayer plusieurs, puis d'en faire essayer plusieurs à nos enfants pour qu'ils identifient qu'est-ce qui me fait du bien à moi, parce que ça peut être différent de ce qui nous fait du bien à nous. Puis même chose, pour nous, c'est important d'en essayer plusieurs, parce que c'est pas vrai que parce qu'on en a essayé une puis que ça n'a pas fonctionné, qu'elle fonctionne toutes pas. Donc, d'où l'importance d'en essayer plusieurs, quelques fois, plusieurs fois. C'est pas juste en une fois qu'on va voir si ça nous fait du bien. L'autre chose sur laquelle je porte votre attention, c'est pour qu'une stratégie fonctionne, on doit la pratiquer. Des fois, on a l'impression qu'il faut attendre d'être très, très stressé pour se dire, OK, on va essayer de respirer. Si on ne sait pas pratiquer, ça risque d'être plus compliqué. Donc, de les pratiquer quotidiennement ou à chaque semaine, de l'inclure dans notre quotidien pour qu'après ça, quand on vit un grand cumul de stress ou un stress important, on soit capable de les utiliser. C'est deux petites notions là, à se rappeler par rapport aux stratégies pour apprivoiser le stress. Peut-être aussi vous dire, là, une autre stratégie peut-être là, pour apprendre à apprivoiser notre stress ou les situations qu'on rencontre dans notre quotidien. La façon qu'on va interpréter les situations, ce qu'on va se dire dans notre tête va influencer beaucoup la façon qu'on va se sentir puis ce qu'on va faire dans cette situation-là. OK? Donc, si je vous donne un exemple, si je dors profondément dans la nuit, je me fais réveiller en sursaut en entendant un bruit de vitre brisé, puis que je me dis dans ma tête, oh, c'est un voleur qui vient de rentrer dans ma maison. Mais probablement que je vais être effrayée, je vais avoir peur. Puis après ça, les stratégies que je vais utiliser, ça peut être différent d'une personne à l'autre, mais soit je vais me cacher en dessous des couvertures, ou je vais prendre mon téléphone pour appeler le 911, ou je vais aller protéger mes enfants, ou je vais prendre quelque chose pour me défendre, puis je vais aller voir. Donc, ça peut varier, mais assurément que je vais être terrorisée, puis je vais avoir peur. Si je refais la même situation, si je dors profondément dans la nuit, je me fais réveiller en sursaut en entendant un bruit de vitre brisée. Puis cette fois-ci, je me dis, ah, je pense que c'est mon chat qui a fait tomber mon verre d'eau que j'ai laissé traîner sur le comptoir. Bien, à ce moment-là, mes réactions, ma façon de me sentir vont être complètement différentes. Peut-être que je vais être un peu irritée après mon chat, peut-être que je vais me faire des plans pour le donner, peut-être que je vais aller ramasser, peut-être que je vais juste dire « Ah, ça ira au lendemain » puis je vais me recoucher. Et pourtant, c'est exactement la même situation. Je dormais, je me suis fait réveiller en entendant un bruit de vitre brisée. Mais de la façon, ce que je me suis dit dans ma tête, la façon que j'ai interprété la situation, ça a changé complètement comment je me suis sentie et ce que j'ai fait. Donc, ce mécanisme-là, il est toujours en action. Des fois, pour apprendre à s'apaiser ou pour diminuer un peu notre niveau de stress ou d'anxiété, il faut apprendre à voir les choses autrement. Puis pour apprendre à voir les choses autrement, des fois, c'est juste une question de se remettre un peu en question, de se poser des questions sur ce qui se passe vraiment. Donc, si on veut accompagner notre enfant là-dedans, là, si on a un enfant qui a tendance à interpréter les situations d'une certaine façon ou exagérer, on peut lui poser des questions tout simplement. Certaines questions peuvent être une question qui fonctionne bien avec les jeunes, c'est si ton meilleur ami vivait cette situation-là, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il en penserait? Des fois, c'est un petit peu différent,
ça l'amène à introduire des nuances dans sa façon de percevoir les choses. C'est quoi les chances que ça se passe réellement de cette façon-là? Ça se peut-tu que ça se passe autrement? C'est quoi le pire qui pourrait arriver? Des fois, on se rend compte que le pire n'est pas si pire que ça. Une question que moi j'utilise beaucoup, puis c'est une enseignante qui nous avait partagé cette question-là. Quand on fait face à une situation qui est un peu plus difficile, ben, il nous avait dit, moi je me questionne, je me demande, est-ce que c'est plate ou est-ce que c'est grave? Donc, quand on se pose cette question-là devant une situation, souvent on se rend compte que c'est plate. C'est plate, mais c'est pas grave. Donc, des fois, ça nuance un petit peu nos perceptions puis notre façon de voir les choses. Là, normalement, je vous demande, ça va, y a-t-il des questions? Mais là, je sais que je ne vous vois pas, les questions iront après, là, retenez-les. Donc, on s'en va ailleurs parce que, évidemment, des vacances en famille veut aussi dire de la gestion de conflits. On s'en sort pas comme parents. Donc, les conflits, est-ce que c'est normal? Puis, il faut comme prendre le temps de se rappeler certaines choses. Puis c'est drôle parce que je retravaillais un peu cette conférence-là, puis je me disais, tu sais, il faut vraiment prendre le temps de se le rappeler. Là. Je suis la première vite à intervenir sur les conflits chez nous entre mes deux enfants. Là. Donc, des fois, de prendre un pas de recul puis se rappeler l'utilité des conflits, ben, ça nous enlève un petit peu de culpabilité ou de pression de devoir toujours bien les gérer. Donc, est-ce que, tu sais, il faut se rappeler que les conflits sont inévitables. Okay? Donc, c'est tout à fait normal d'en vivre. Mais même sont nécessaires au développement des relations entre les enfants, des relations qui sont plus justes. Ça les amène à être capables de se positionner, de s'affirmer, de dire qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Donc, c'est à travers les conflits qu'ils vont développer cette habileté-là. Donc, les conflits, ils sont nécessaires au développement de l'enfant. Ils ne sont pas agréables, mais il y a un côté positif aussi au conflit. Ça va stimuler le développement de la personnalité de l'enfant parce que, comme je disais, ça l'amène à se positionner sur qu'est-ce qu'il accepte pour lui, qu'est-ce qu'il n'accepte pas, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas. Donc, ils ont un impact dans la mesure où ils sont gérés adéquatement. Donc, l'idée, ce n'est pas de ne pas avoir de conflit, mais plutôt d'apprendre à comment bien composer avec ces conflits-là. Donc, quand une chicane explose chez nous, on peut se rappeler que c'est normal, c'est même utile, puis comment je peux faire plutôt pour accompagner mon enfant dans cette gestion de conflit-là. Donc, juste quelques grandes lignes directrices là, dans l'accompagnement des conflits, puis je pense que ce qui est peut-être le piège, le plus grand piège, c'est d'intervenir trop rapidement. Là. Donc, on a souvent tendance, puis je ne sais pas si c'est la même chose pour tout le monde, mais les conflits éclatent souvent quand on est occupé. Okay? Puis, il y a une logique à ça. Là, quand on est occupé, on n'est pas en train justement d'accompagner nos enfants, on est plus distant. Bon, donc souvent, c'est là que les conflits éclatent. Mais si nous, on est occupé, c'est aussi là où on a moins de temps pour les supporter. Donc, souvent, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est de les régler à leur place, puis de trouver les solutions à leur place parce que c'est plus rapide, puis ça nous permet de continuer après ça à faire ce qu'on faisait. Mais plus on va faire ça, plus on va avoir cette approche-là où on règle à la place, bien moins on va les outiller à être capables de eux-mêmes trouver leur stratégie. Puis plus ils vont être dépendants de nous aussi pour gérer les conflits. Donc, dans un monde idéal, mais encore là, en sachant qu'on n'est pas toujours disposé à ça, puis que c'est correct que nos interventions ne soient pas toujours parfaites. Là. Donc, une première étape, c'est de les aider d'abord à se calmer. Là, vous le savez, régler des conflits quand on est en colère, quand on n'est pas disponible, ça ne fonctionnera pas. L'enfant n'a pas accès, quand il est envahi par ses émotions, il n'a pas accès à son raisonnement. Fait que ça ne servira à rien. Fait qu'on essaie de d'abord les calmer pour qu'ils soient disponibles. Puis des fois, ça peut prendre un temps d'arrêt. Là, on peut aller faire nos petites respirations puis revenir après.
écouter la version de chacun. Puis là, l'idée, c'est pas de prendre position, c'est plus de les amener à être capables eux-mêmes d'exprimer ce qu'ils ont vécu, ce que eux ont vécu dans la situation, leur demander de nommer leurs émotions, de reformuler pour s'assurer qu'on saisisse bien le problème, puis de les encourager à trouver des solutions. Fait qu'à partir de là, OK, voici le problème, qu'est-ce que vous suggérez? Pas fais ci, fais ça, on va faire ci, faire ça, mais plutôt eux, qu'est-ce qu'ils suggèrent dans cette situation-là? Puis après ça, ben, les aider à appliquer cette solution-là. Puis évidemment, ben, les féliciter, les encourager. Aussi, tu sais, quand on entend un conflit éclater, puis qu'on voit qu'ils sont capables de eux-mêmes gérer ce conflit-là, puis trouver des solutions, ben merveilleux, on va les féliciter. Bravo, j'ai vécu un conflit, vous l'avez bien géré. C'est excellent. T'sais. Donc, plus on va les outiller, moins nous, on va avoir besoin d'intervenir dans les conflits à la longue. Les écrans, maintenant. Puis moi, je suis vraiment pas spécialiste des écrans, là, donc je vous lance des idées qui ressortent là, dans les écrits par rapport à la gestion des écrans. Des principes peut-être plus généraux, là, mais vous allez voir des petites pistes d'action, de réflexion. Malheureusement, comme dans bien des choses, il n'y a pas de recette miracle qui existe. Il n'y a aucun auteur qui va vous dire il faut absolument faire ça de telle façon ou de mettre en place l'encadrement de telle façon. Il y a trop de facteurs qui viennent influencer. Donc, il n'y a pas une bonne recette miracle. Nos enfants sont tous différents. Leur âge aussi, là, on n'interviendra pas de la même façon en petite enfance qu'à l'adolescence. Mais il y a certaines questions qu'on peut se poser comme parents pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Puis les bonnes décisions, pour moi, en tant que parent, ne seront pas les mêmes bonnes décisions que pour vous en tant que parent. On est aussi nous-mêmes différents en tant que parents. Donc, il faut se respecter aussi dans nos valeurs et dans nos façons de voir les choses. Donc, une première question, c'est qu'est-ce qui fait notre enfant sur les écrans? Parce que c'est pas tant c'est pas le temps d'écran qui est le plus prioritaire, mais plus comment il utilise les écrans. Il va y avoir une grande différence entre un enfant qui va utiliser les écrans, par exemple, pour parler à ses grands-parents via FaceTime ou Skype, ou donc de façon virtuelle, donc où il y a des interactions, c'est positif, ou même écouter des vidéos, mais qui les aident à faire un dessin ou à faire de l'origami ou à faire un bricolage, où oui, il y a un support derrière l'écran, mais l'activité, elle est réellement faite par l'enfant, versus écouter des vidéos YouTube sur n'importe quel sujet, etc. Donc, est-ce que le contenu est éducatif? Est-ce que ça permet des relations sociales? Donc, puis est-ce que c'est adapté à son âge? Donc, c'est certaines questions qu'on peut se poser par rapport à quelle est l'utilisation que fait notre enfant des écrans. Après ça, c'est quoi l'impact sur son fonctionnement? Tous les enfants sont différents. Certains enfants vont tolérer plus l'écran, d'autres moins. Certains enfants vont être beaucoup plus rapidement irritables. Il y aura plus de conflits quand on va cesser les écrans, etc., que d'autres. Donc, il faut aussi s'ajuster en fonction de notre enfant. Mais aussi, est-ce qu'il y a des impacts sur ses autres sphères de vie? Donc, ça l'embarque un petit peu sur le troisième point. Est-ce que mon enfant a un bon équilibre entre son temps d'écran et ses autres activités? Est-ce qu'il y a du temps pour passer en famille? Est-ce qu'il y a du temps pour jouer avec ses amis? Est-ce qu'il est impliqué dans d'autres activités? Est-ce qu'il y a assez de temps pour faire ses études? Donc, ça aussi va nous permettre de juger de qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme encadrement autour des écrans. Donc, quelques petits conseils. Je ne sais pas, j'ai-tu passé deux? Ouais, quelques petits conseils. Bien, comme tout, comme dans tous les aspects là, de l'éducation des enfants, donc plus on va mettre en place des consignes qui vont être claires, qui vont être bien définies, qui vont se maintenir dans le temps, qu'on va appliquer de façon cohérente, moins il y aura de conflits en lien avec la gestion des écrans, parce que notre enfant va savoir à quoi s'attendre.
le plus possible, si on est capable d'impliquer notre enfant dans l'élaboration de ces consignes-là, particulièrement à l'adolescence. Quand on est rendu à l'adolescence, c'est plus voici ton cadre, c'est plutôt viens, on va discuter ensemble de quel cadre on va mettre en place cet été, parce que là, ça va être différent, hein, ça peut être différent dans l'année scolaire puis dans l'été, mais quel cadre on va mettre en place pour la gestion des écrans cet été. Puis plus ils vont être impliqués, plus ils vont avoir un sentiment d'avoir eu un certain contrôle, ils vont avoir pu négocier certaines choses, bien, plus on a de chances qu'ils respectent ce cadre-là quand ils ont été impliqués dans l'élaboration du cadre. C'est sûr, plus ils sont vieux, plus c'est facile, mais même avec les petits, on peut le faire un petit peu. Puis au moins, on les amène aussi à réfléchir à eux, c'est quoi les bonnes pratiques pour eux. C'est jusqu'où ils peuvent aller dans l'utilisation des écrans avant que ça ait un impact sur leur développement. Laisser la chambre à coucher sans écran, particulièrement la nuit. Il y a vraiment énormément là, de textos puis de notifications qui rentrent parfois sur les cellulaires des ados pendant la nuit puis qui nuisent au sommeil. Puis des fois aussi, on le sait, là, les écrans juste avant la nuit de dodo, donc ça peut nuire au sommeil. Donc, si on est capable de laisser les écrans en dehors de la chambre à coucher, c'est l'idéal. Parfois, on en a besoin pour qu'ils puissent faire leurs devoirs, là, fait que ça peut être encadré, mais au moment du dodo, là, c'est mieux de ne pas en avoir. Ça va moins aussi, là, ils vont moins être portés à vouloir l'utiliser s'il n'y en a pas dans la chambre. Fermer les écrans quand ils ne sont pas utilisés, ça paraît un peu simple, mais juste le fait, si des fois la télévision roule en continu, ça capte l'attention très facilement. Donc, c'est facile d'être distrait puis de toujours regarder un petit peu la télévision quand elle est toujours ouverte. Puis, essayer d'accompagner notre enfant aussi dans identifier des alternatives à l'utilisation des écrans. Tu sais, là, ils vont être moins encadrés à l'été, donc c'est encore plus important de peut-être faire une liste avec nos enfants de qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre que les écrans. Nous, on fait ça là, des fois avant la fin de semaine. Mes enfants, ils font une liste des activités. Mais après ça, quand ils ne savent pas quoi faire, c'est plus facile. Ils ont leur petite liste d'activités qu'ils veulent faire, etc. Donc, de les accompagner à regarder c'est quoi les possibilités, qu'est-ce qui s'offre à eux pour qu'il y ait d'autres idées aussi que seulement être sur les écrans. Sinon, ben, offrir une présence engagée quand notre enfant utilise les écrans, c'est-à-dire s'intéresser à qu'est-ce qu'il écoute, qu'est-ce qu'il regarde, comment il utilise. C'est vraiment une belle façon d'ouvrir le dialogue, particulièrement avec les ados. Donc, même si nous, on est moins intéressés, par exemple, à un jeu qui joue ou même à des plateformes d'échange virtuels, mais le fait de s'asseoir avec notre ado ou notre enfant, puis de dire, ben, ah, peux-tu me montrer comment ça marche? Peux-tu m'aider à ouvrir un compte? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Qu'est-ce que tu recherches là-dedans? Qu'est-ce que ça t'apporte? Donc là, on n'est plus dans le négatif, mais on est vraiment en train de s'intéresser à qu'est-ce que notre enfant recherche là-dedans. Donc, on apprend à le connaître, on ouvre le dialogue, puis ça nous donne aussi accès à ce qu'ils font sur les écrans. Donc, ça peut être une solution là, pour mieux comprendre qu'est-ce qu'ils font avec les écrans. Aider notre enfant à développer sa pensée critique face aux médias. Puis je vais vous donner un lien là, vers un site web. Il y a un bel outil sur ce site-là avec toutes sortes de questions qu'on peut poser à notre enfant, à notre adolescent pour développer sa pensée critique. C'est élaboré par qui, ça sert à quoi, les stratégies marketing en arrière de ça, etc. Donc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, est-ce que ça représente la réalité? Donc, toutes ces questions-là où on peut vraiment avoir des beaux échanges avec nos enfants, nos adolescents là, sur l'utilisation des écrans. Puis évidemment, agir en modèle. C'est sûr que si on a un cadre à la maison sur la gestion des écrans, ben, il faut nous-mêmes respecter ce cadre-là. Il y a quelques années, là, on animait des ateliers dans les écoles secondaires, puis il y a de plus en plus de jeunes qui nomment pas être contre les écrans, mais se révolter un peu contre les écrans parce qu'ils ont l'impression que leurs parents est toujours sur les écrans. Donc, c'est sûr que si on veut que notre enfant consomme moins d'écran ou si on veut qu'il respecte le cadre, ben,
faut le plus possible agir en modèle, ce qui n'est pas toujours facile. Quelques pièges à éviter. Donc, de bannir complètement les écrans. On veut que notre enfant développe son esprit critique. Le fait d'interdire complètement les écrans, ben, ça peut les amener à vouloir défier un peu, puis avoir comme un peu l'attrait de l'interdit. Mais aussi, c'est que ça leur apprend pas à développer leur capacité à gérer les écrans quand ils n'en ont pas du tout. Puis il y a des avantages à l'utilisation des écrans aussi, donc c'est important de prendre conscience de ces avantages-là aussi. Consulter les comptes de nos enfants sans leur permission. Souvent, ce que ça va faire, c'est que ça va couper le dialogue. Ils vont avoir l'impression qu'on va avoir rentré dans leur intimité sans leur consentement. Donc, on risque d'avoir une coupure de dialogue, ce qu'on ne veut pas. Donc, on est mieux plutôt de s'intéresser. Parfois, avant, tu sais, qui ouvre un compte, là, quand on est avec des jeunes ados, ben, oui, on pourrait te créer un compte Messenger, mais je vais vouloir que tu le partages avec moi. Donc là, c'est ouvert, puis on est capable d'en parler. Donc, de ne pas s'intéresser au contenu que consulte le jeune, on l'a nommé tantôt. De ne pas répondre aux questions du jeune concernant l'utilisation des écrans aussi. Donc, c'est important quand notre jeune nous pose des questions, ben, au pire, si on ne connaît pas la réponse, on peut aller sur différents sites, consulter avec lui, trouver les réponses. Puis, bon, faire le contraire de ce qu'on lui demande. Là, on en a parlé tantôt. Donc, je vous ai mis 3 liens. Des sites intéressants. Là, le premier lien, c'est un site vers notre site web. On a fait une petite fiche là, pour les parents sur comme les bonnes pratiques. Donc, ça peut être une petite fiche résumée un peu intéressante. Mais sinon, le site d'Abilo Média, il y a toutes sortes de ressources pour les parents, dont ce que je vous parlais là, pour développer l'esprit critique. Puis, je vous ai mis aussi un lien vers un site web du gouvernement du Québec. Là. Donc, il y a aussi une panoplie d'informations, mais aussi des liens vers d'autres outils ou d'autres sites web là, pour aller plus loin. Dans ces liens-là aussi, il y a des liens vers de la documentation sur quand est-ce qu'on devrait s'inquiéter de l'utilisation des écrans là, chez nos adolescents principalement. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour aller là, mais peut-être dans l'échange de questions, là, si vous avez des questions. Donc, la dernière chose que je voulais vous présenter, là, juste avant les questions, c'est peut-être une proposition là, de quelque chose que vous pouvez faire en famille avant l'arrivée de l'été, mais de faire un petit peu comme un conseil de famille, là, si on veut, où on s'assoit ensemble et on dit, OK, ben, qu'est-ce qu'on veut, nous, comme famille, pour nos vacances estivales, tu sais? On peut faire un petit peu un bilan de qu'est-ce qui nous fait du bien en famille, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous rejoint. Puis là, on s'assure que dans notre planification, on va mettre de l'avant ces éléments-là qui font du bien à tout le monde. Qu'est-ce qui nous cause du stress? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? OK, ben comment on peut essayer de diminuer un petit peu ces facteurs-là? C'est quoi nos besoins? Nos besoins familiaux, mais nos besoins individuels aussi. Si j'ai un adolescent à la maison, peut-être qu'il a un besoin de passer un certain temps dans sa chambre, puis de s'isoler, puis d'être dans ses affaires. Donc, comment ce besoin-là peut être concilié avec le besoin d'être en famille? T'sais? Donc, peut-être qu'on peut déterminer, bon, ben, on va prendre les repas ensemble, mais le matin, je te laisserai du temps pour faire tes affaires dans ta chambre. T'sais? Mais j'aimerais ça que tu participes à certaines activités familiales. Donc, comment on peut identifier? Puis le fait de juste identifier les besoins de chacun, ça fait qu'on est entendu dans nos besoins, on a été capable de le nommer, puis on a l'impression que c'est entendu puis considéré aussi dans la planification familiale. Comment on peut mettre en place des moyens donc, pour respecter les besoins de chacun, puis qu'est-ce qu'on fait comme plan? Est-ce qu'il y a une routine? C'est quoi s'il y a une routine? S'il y en a des jeunes enfants qui se lèvent à 5h30, est-ce qu'on leur demande de se lever à 6h? Si on a des ados qui se lèvent à 3h l'après-midi, est-ce qu'on met une limite d'heure? Donc, c'est le genre de discussion qu'on peut avoir en famille avant de se lancer dans les vacances où il y a moins de structure, justement. Fait que ça, c'est une petite... Puis là, vous pouvez l'adapter comme vous voulez, là, mais des fois, juste pour une petite fiche que vous pourriez utiliser. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui nous stresse? C'est quoi notre plan de match? La phrase codée, c'est plus pour les plus jeunes, là, mais des fois, d'avoir...
un mot ou une petite phrase, OK, quand que ça va pas bien, là, quand on se sent pas bien, quand il y a des conflits, tu sais, quel mot on pourrait, tu sais, c'est comme un petit code secret là, tu sais, qu'on pourrait se dire pour dire, oups là, tu sais, on va prendre un petit temps de recul. Donc, l'enfant peut le dire à son parent, le parent peut le dire à l'enfant. Chez les plus jeunes, ça peut être quelque chose qui est intéressant. C'est quoi notre contrat puis nos engagements par rapport au temps d'écran? C'est quoi nos besoins individuels puis c'est quoi nos besoins familiaux? Donc, c'est une petite idée pour structurer des fois des discussions pour arriver à s'entendre tout le monde puis essayer de faire un plan qui va répondre aux besoins de tout le monde. Ensuite, je vous partage quelques ressources, puis on pourra là, ouvrir nos caméras pour discuter. Donc, des livres, quelques livres à découvrir, là, des livres sur le stress, sur l'anxiété, mais aussi, je vous ai mis un lien vers la bibliothèque du CHU Sainte-Justine. Là, j'ai mis le lien pour les livres sur l'anxiété, mais si vous allez dans cette bibliothèque-là, il y a un ensemble de livres pour les enfants qui s'adressent aux enfants et aux adolescents sur un ensemble de sujets. Fait que des fois, quand on a des sujets qu'on veut aborder, on ne sait pas trop comment, ça peut être intéressant là, de le passer via des albums jeunesse. Deux petites web-séries, vous en avez sûrement entendu parler de la web-série sur la santé mentale pour vos ados. On parle de santé mentale. Puis ça s'adresse vraiment aux ados. Puis l'autre, ça s'adresse plus aux parents. Donc, comment on aborde certains sujets en lien avec la santé mentale et autres là, avec nos ados. Donc, c'est des petites web-séries qui sont intéressantes. Et je vous ai mis un lien vers, tantôt je parlais de capsules web destinées aux parents. Donc, on a créé là, une petite série de 14 courtes capsules pour les parents, donc qui abordent différents thèmes, dont le stress, l'anxiété, mais aussi là, les perceptions, ce qu'on a vu tantôt, l'accommodation, la pression, la surprotection. Donc, il y a toutes sortes de thèmes qui rejoignent les parents. Donc, vous pouvez visionner ces capsules-là pour vous, mais vous pouvez aussi les partager là, à des parents que vous accompagnez. J'ai mis quelques ressources. Voilà. Les deux derniers liens, il y a un lien vers notre site web. Donc, sur notre site web, on a un ensemble d'outils. Là, vous pouvez, c'est tous des outils gratuits, donc vous pouvez aller vous promener sur ça. Puis j'ai mis un lien vers notre page Facebook aussi, là, où on diffuse l'information en lien avec la santé mentale des jeunes et des familles. Voilà.